Bonjour et bienvenue sur le premier podcast français à destination des maîtres d'apprentissage. On va parler de notre mission d'accompagnement, mais aussi des enjeux vis-à-vis des apprentis et de l'entreprise, de notre organisation personnelle, de nos choix, de nos doutes. À chaque épisode, je recevrai un nouvel invité pour un nouvel axe de réflexion. Je m'appelle Mathieu Guyot, je dirige MGA, une société de conseil dédiée au développement de l'apprentissage. Aujourd'hui, je vous propose de parler de la culture d'entreprise. Pour ça, j'ai le plaisir de recevoir Benoît Goyeneche, co-gérant de l'entreprise Iteracode, une société amiénoise de développement informatique. Benoît a recruté des apprentis assez tôt dans son aventure entrepreneuriale et il a instauré dès le départ une culture d'entreprise très forte. On va parler de la forme que prend cette culture, de l'impact sur l'engagement des apprentis et de comment cette culture évolue. Nous sommes dans son bureau, on vient de se servir un café, c'est parti. Et bonjour Benoît. Bonjour Mathieu. Comment ça va? Écoute, ça va très bien. Ça va très bien? Bon. Dans mon introduction pour ce podcast, j'ai indiqué que tu avais cofondé et que tu co-dirigeais avec Benjamin la société Iteracode et la société Iteracode, si on veut la définir, c'est une société de développement informatique d'applications web et mobile? Ouais, c'est ça, dans les grandes lignes, c'est exactement ça. On est une société, de développement d'applications métiers, d'applications spécifiques. On fait du sur-mesure pour nos clients. Donc c'est vraiment ça, basé sur des technologies web, des technologies mobiles et ce qu'on vient faire, c'est vraiment amener des réponses à des problématiques métiers que nos clients se posent ou qu'on aide, à définir, à prioriser et on avance, avec eux en collaboration pour trouver la solution la plus efficace pour eux et qui va les aider à avancer et à progresser. Alors, il y a peut-être des éléments de réponse déjà dans ce que tu viens de dire à ma prochaine question, mais, moi j'ai regardé en 2020, d'après l'INSEE, le secteur logiciel et services informatiques, c'était 28 000 entreprises en France. Du coup, en quoi est-ce que Iteracode est différente? Qu'est-ce qui pourrait faire qu'Iteracode est unique au milieu de tout ça? Souvent à la réponse: «Qu'est-ce qui fait notre différence?» Je réponds: «L'équipe». Heu, Parce que, faire de l'informatique, faire du développement, on fait pas de l'informatique, on fait du développement métier. Effectivement, c'est un secteur dans lequel il y a beaucoup d'entreprises, qui sont très bonnes, il y a des gens qui font très bien leur métier, mais qui sont différents et ce qui fait la vraie différence, pour moi, c'est l'équipe. C'est comment est-ce qu'on arrive à collaborer déjà ensemble, entre collègues, pour ensuite, arriver à comprendre nos clients et leur amener des réponses qui semblent cohérentes avec leur métier et pour arriver à ça, il faut déjà aussi prendre le temps de comprendre leur métier. Donc ce qui fait notre différence qui je ne sais pas si ça nous rend unique, mais en tout cas, ce sur quoi nous on est attentifs, c'est qu'on est une équipe, dans lesquelles il y ait, la même vision et la même envie de rendre service aux clients et de comprendre d'abord leur métier avant de leur amener une réponse purement technique, en fait. On a des développeurs qui essaient de parler, un langage humain avant d'essayer de parler un langage technique. Et ça, tu disais, c'est une vision qui est partagée entre tout le monde et c'est du coup, c'est une vision que vous avez voulu dès le départ instaurer chez Iteracode? C'était la culture d'Iteracode qui était, que vous vouliez mettre en avant? C'est exactement la culture, je sais pas si c'est ça la culture, mais en tout cas, c'est exactement le point qu'on voulait mettre, en avant. C'est-à-dire que, comment répondre, techniquement, faire un développement, c'est pas quelque chose, de compliqué, en soi, enfin, il y a plein de ressources sur internet, si quelqu'un veut apprendre à développer. Mais c'est pas parce que techniquement on arrive à mettre quelque chose en ligne et à le faire tourner sur un navigateur, qu'on va être capable d'amener une réponse pertinente, à un besoin, à une problématique, métier et ce qui doit nous différencier ou ce à quoi on doit être attentif, c'est vraiment ça, c'est comment est-ce qu'on fait pour comprendre, nos clients et après il y a pas de c'est pas une recette magique qu'on garde chez nous, hein, il y a pas de secret non plus, on prend du temps avec notre client, en fait. On prend du temps avec nos clients pour échanger avec eux, pour discuter, dans des réunions, formelles, dans des moments informels qu'on a moins, en ce moment, mais autour d'un café et on se laisse le temps d'échanger avec nos clients pour vraiment comprendre leurs besoins et chacun chez Iteracode a cette possibilité-là et doit prendre, ce temps. C'est que, on peut pas amener juste une réponse, technique,
Faut forcément avoir une vraie compréhension du métier. Surtout qu'on n'a pas de secteur prédéfini, on va travailler avec, des startups, des industriels, des, TPE-PME qui ont, 20-25 ans d'existence. Donc toutes ces entreprises, elles ont un vécu différent, mais on peut pas juste arriver en disant: «Bah, nous, on s'est développé, faites-nous confiance, on va vous amener une réponse». Donc, le point important, c'est, on va d'abord comprendre ce dont vous avez besoin, ou en tout cas essayer de le comprendre. Ça fait pas de nous des experts dans tous les métiers de nos clients, mais en tout cas, on a une vision de là où ils sont, là où ils veulent aller et quelles sont les embûches qu'on pourrait rencontrer, et nous, on les accompagne dedans pour essayer de répondre à ces problèmes. Alors, autant je visualise bien l'idée et je trouve ça hyper intéressant, de permettre à des profils, qui sont sûrement très, très forts sur la technique informatique et sur le dev, de pouvoir justement échanger avec un client et comme tu le disais, parler un autre langage. Autant, parce que je sais que vous recrutez beaucoup d'apprentis ou en tout cas ça fait partie des axes de recrutement que vous avez. Demander ça à quelqu'un qui débute, ça doit être assez dur, non? C'est dès le début, on leur demande, ça parce que, dès le début, l'apprenti, il fait partie intégrante de l'équipe, mais c'est pas parce que, il est dans l'équipe qu'il est tout seul. C'est-à-dire que, effectivement, heu, on laisse pas quelqu'un en difficulté à se dire: «Tu pas de connaissances, tu as déjà», enfin un apprenti, son nom il est assez parlant, il est en phase d'apprentissage, donc la s la 1re, chose à faire, c'est déjà monter en compétences techniques. Donc le 1er accompagnement, il est forcément, sur cet accompagnement technique, sur le fait de faire monter en compétences sur les sur notre besoin à nous, en développement, et ensuite, effectivement, quand il y a cette partie où il commence à être à l'aise, il peut être face à un client, mais il est pas tout seul, il est accompagné, on est une équipe. Donc l'idée, c'est pas de mettre quelqu'un en difficulté, et c'est d'y aller par étapes, et d'ailleurs que ce soit un apprenti ou quelqu'un qu'on recrute, en CDI qui ait un peu d'expérience, il y a des gens, c'est pas naturel d'aller, vers un client parce que c'est pas ce qu'ils ont connu avant ou c'est pas forcément ce qu'ils souhaitaient. L'important, c'est que nous, on soit clair dès le début, par contre. Un apprenti ou un CDI, quand il arrive chez nous, il sait qu'il sera face au client, qu'il y a pas de personne intermédiaire, de passe-plat pour, en transférer des mails. Il est forcément face au client, faut qu'il le comprenne. Par contre, il sait aussi qu'on essaie de faire preuve de, alors bienveillance, c'est un mot qui est assez utilisé, mais effectivement de faire attention aux conditions de travail et que les personnes se sentent quand même bien chez nous. Donc il n'est pas tout seul face à un client s'il s'en sent pas, le la capacité, tout de suite, et par contre, on n'a pas de doute sur le fait que si, quelqu'un qui a envie d'apprendre et qui a compris l'importance de ça dans son métier aussi pour, travailler de manière plus efficace et d'avoir un vrai but quand on développe, et ben, rapidement, les gens prennent le pli. Ça, on n'a pas de doute là-dessus. C'est peut-être d'ailleurs une autre spécificité, c'est même marqué dans le nom de votre entreprise. Vous fonctionnez par itération sur le mode agile et ce système de, «N'aie pas peur de te planter, réfléchis, teste, vois si ça marche, corrige ce qui marche pas, puis finalement reteste» et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite. Heu, a priori, vu de l'extérieur, pour un apprenti, c'est un peu le graal en fait pour apprendre, non? Heu, alors, au bout d'un moment, ils se rendent compte que c'est important, que c'est bien. Souvent au début, c'est difficile, pour un apprenti ou pour n'importe qui quand il arrive chez nous, de se rendre compte qu'il a le droit à l'erreur. C'est pas quelque chose qui est inné, ou c'est pas forcément quelque chose dont les gens ont l'habitude, alors que, pour nous, c'est effectivement vraiment important parce que des erreurs, on en fait tous, et qu'on fasse comprendre aux apprentis tout de suite que, ben, dans 15 ans, ils en feront encore des erreurs, et que, nous, on fait des erreurs aussi, autant dans le dev que dans la gestion d'une entreprise, et ben, on peut se planter aussi, on peut faire des erreurs et que c'est pas très grave parce que justement, on travaille par itération. Une itération chez nous, c'est une semaine, donc se planter d'une semaine, ou de 2 semaines, ça va pas, ça va pas être si problématique que ça. L'important, c'est que il faut être sûr qu'on ait le droit de se planter pour pouvoir remonter les problèmes et que justement on trouve des solutions. On essaie pas de trouver des coupables à ce qui va pas, mais on essaie de trouver des solutions, et en travaillant en transparence comme ça avec, autant nos équipes en interne, nos collègues, qu'avec nos clients, et ben, ça se passe très bien. Ça veut pas dire qu'il y a jamais de tension ou de problème, parce qu'il y a des incompréhensions, des fois ça peut agacer, mais
Quand c'est une incompréhension d'une semaine, une fois qu'on a levé la voix pendant 2 minutes, on est capable de se reposer autour de la table tous ensemble et de trouver une solution et on peut avancer, en fait. Et voilà, mais c'est quelque chose d'important d'expliquer que, on a le droit à l'erreur et que la personne fera des erreurs comme nous on fait des erreurs aussi, et que c'est pas parce qu'on est là en train de le recruter, qu'il arrive dans une équipe où il y a déjà des développeurs en place avec de l'expérience, bah, qu'il y aura pas d'erreur. C'est le point important, et tout ça, ça passe aussi par la confiance qu'on leur donne, et comment on essaie d'être assez, insistant là-dessus pour expliquer que, ben, si, on fait déjà, venir cette personne dans l'équipe, si on l'intègre, si on lui fait signer un contrat, c'est que, bah, on a déjà confiance en elle, en fait. Sinon on fait pas, il y a des gens qu'on croise, jamais ils viendront travailler chez Iteracode. Par contre, les gens à qui on fait signer un contrat, on n'attend pas qu'ils nous fassent qu'ils nous donnent des preuves de confiance sur les premiers mois, parce que sinon, même eux, ils vont pas être forcément en confiance, et c'est peut-être, un petit problème, et ils essaieront de cacher des erreurs, alors que si on est en confiance, on va pouvoir dire: «Bah, là, j'ai rencontré un problème, là, j'ai fait quelque chose, je ne sais pas si c'est la bonne solution», et on nous parle ouvertement. Et nos apprentis, on leur fait comprendre ça rapidement pour se dire: «Ben, l'idée, c'est de progresser», surtout quand on est un apprenti. Je crois pas forcément à, l'échec, c'est la voie de la réussite ou des trucs comme ça. Un échec, c'est un échec. C'est pas enfin, il y a rien à valoriser dans un échec, quoi. On s'est planté, c'est tout. Mais par contre, c'est pas très grave. Enfin, dans l'informatique, hein, attention, on n'est pas neurochirurgien non plus. Mais c'est tout. Et l'important, c'est que tout le monde et que les apprentis aussi se rendent compte que quand ils sont chez nous, c'est pas un apprenti, c'est un collaborateur Iteracode. Il a les mêmes droits que les gens qui sont là, depuis, le début. Il a les mêmes droits que les 2 co-gérants, il a le droit de donner son avis, il a le droit de se planter, il a le droit de faire, de montrer à un de ses collègues que peut-être il a pas bien réagi, et ça permet juste cette amélioration continue qu'on cherche à avoir avec ces itérations courtes, et les apprentis doivent avoir leur place là-dedans pleinement. Et tu disais que, au début de la collaboration, c'est pas forcément simple pour l'apprenti ou d'ailleurs pour un autre collaborateur de comprendre un peu ce fonctionnement et ce gain automatique de confiance au départ. Ça veut dire que lors du recrutement, tu cherches quand même à avoir un profil en face de toi qui est dans cet état d'esprit où tu te dis que quoi qu'il arrive, il y aura une phase d'adaptation, il faudra lui expliquer comment ça marche? Parce que enfin, au niveau du recrutement, principalement de tes apprentis, est-ce que c'est un point que tu prends en compte ou pas ça? Ouais, c'est un point qu'on prend en compte, c'est important parce que, bah, ça peut pas marcher si on n'est pas, câblé de la même façon, en fait, et une fois de plus, notre mode de fonctionnement, il est pas mieux que d'autres entreprises, c'est juste que c'est le nôtre et on y croit, et ce sont des points importants, et donc on est attentif à ça, dans le recrutement, de nos apprentis. Mais c'est pas pour ça qu'il y aura pas de phase d'adaptation, en fait. Parce qu'il y a les discours, mais c'est souvent assez important pour les gens de le voir en acte, en fait, et de pouvoir le rabâcher régulièrement, de le répéter dès le début, de souvent quand ils arrivent, ils voient bien un petit peu l'ambiance qu'on a aussi, et cette transparence, qui fait que, bah, on a, une parole assez libérée au sein d'Iteracode, et on est capable de se dire les choses et de progresser et de trouver des solutions, et on est capable de remonter des erreurs, et ils voient que, bah, on se met tous, pour trouver une solution et pas pour, tout de suite accuser la personne qui a fait quelque chose. Donc il y a cette notion d'exemplarité aussi qui est importante. Mais c'est dès le recrutement, c'est quelque chose qui est important pour nous. Après, comment on arrive à le trouver, ça, on n'est pas des spécialistes, là-dedans. Il y a une part de chance quand même, où les apprentis, qu'on a eus, ils étaient généralement plutôt dans ce moule-là, et ça se passe très bien. Le premier apprenti qu'on a eu, chez nous, Iteracode avait, quelques mois, et bah, il est, en CDI chez nous depuis 2 ans, donc c'est que ça se passe bien, en fait. Tu disais qu'ils s'en rendaient compte finalement de cette bienveillance, de l'exemplarité et tout ça. Est-ce que vous l'avez quand même formalisé cette culture, je pourrais dire ces valeurs finalement? Est-ce que tu as, une routine au moment de l'intégration, des choses à laquelle tu fais attention pour faciliter en fait la prise, de conscience du microcosme, du contexte dans lequel ils vont évoluer?
Alors on a formalisé ça, comme, toutes les boîtes, qui veulent faire, un peu cool, une affiche avec, 6 points qu'on a mis dessus, qui sont 6 principes dans lesquels on aborde effectivement cette confiance, ce droit à l'erreur, cette amélioration continue, le rôle de chacun, son importance, que tout le monde est au même niveau, qu'on soit apprenti ou gérant. Heu, donc on va dire, c'est sur un mur, mais si on veut vraiment parler de culture d'entreprise, pour le coup, la culture d'entreprise, c'est pas ce qui est écrit sur le mur, en fait, c'est ce que les gens y vivent au quotidien, c'est les interactions qu'on a et ça, je pense, j'espère, mais je pense, j'en suis même convaincu qu'on le montre, au quotidien, en fait, cette, confiance, cette bienveillance, ce besoin d'amélioration, hein. On a du temps, pour s'améliorer, pour faire un peu de R&D, pour travailler, sur nos process en interne, sur nos technos. Donc tout ce qu'on a mis sur cette liste, on le met en application et ça a plus de poids parce que, des jolies affiches, avec, des valeurs ou des vœux, on en a un peu partout, et c'est important, enfin, ça fait des jolies couleurs, pour décorer, mais tant qu'il y a pas les interactions de l'équipe et la concrétisation de ça, ça a peu de valeur et je pense que ça, on arrive à bien le faire, ouais. C'est que du coup, votre comportement compte plus que des marques extérieures de culture. On pense à certaines entreprises avec un certain dress code, avec une décoration, avec ce genre de choses. Vous êtes pas là-dedans, quoi. C'est écrit pour que, ce soit aussi clair dans l'esprit de tout le monde, mais ça se vit plus que ça ne se lit, c'est ça? Exactement, ouais. C'est que, l'écrire, alors c'est pour être un peu provocateur, je dis que c'est écrit, mais que ça a pas de valeur, mais le fait de l'écrire, ça nous le rappelle à tous, en fait. Heu et puis, le fait de l'écrire quand quelqu'un arrive, ça fait qu'il le voit aussi. Ça a cette importance, mais, heu, on accorde plus d'importance au fait de le faire appliquer, se l'appliquer à nous que, d'avoir réussi à l'écrire quelque part. C'est effectivement, ça se vit au quotidien. La culture d'entreprise, on pourrait écrire ce qu'on veut sur les murs, tant qu'on change pas nos comportements, la culture elle change pas et c'est là où, les actes ont plus d'importance et les interactions, plus que les actes en fait, c'est même les interactions qu'on a entre, collègues et avec nos clients. Il y a la partie peut-être que j'avais pas abordée, mais ces interactions avec le client, ça définit énormément notre culture d'entreprise. En tout cas plus que, ce qu'on pourrait écrire sur, les murs. Et du coup, parce que Iteracode a bientôt 6 ans, c'est ça? Hem, la culture d'il y a 6 ans, de ce que vous écrivez, Benjamin et toi, avant même de créer Iteracode, votre vision un petit peu, de la boîte et la culture que vous vivez aujourd'hui, ça a évolué? Il y a eu des changements, il y a eu des grosses modifications ou des modifications à la marge? Il y a eu des modifications, alors jamais très éloignées de cette vision de départ qui est, l'amélioration continue, la transparence, alors la confiance au début, quand on est 2 à créer l'entreprise, heureusement elle est là, mais justement comme il y a eu cette confiance forte dès le début et qui était pour nous un point non négociable, c'est resté, tout le temps et je veux dire, il y a eu des fois des petits ajustements, mais on tourne toujours et puis régulièrement on regarde et on se dit: «Ah, tiens, on pense mettre quelque chose de nouveau en place», on se dit: «Ah bah non en fait on le faisait il y a 2 ans». Et juste on l'a oublié un peu et on voit qu'il y a un truc à un moment qui nous gêne et on vient le réintégrer, dans notre façon de fonctionner. Il y a il y a eu des ajustements parce que, on l'a commencé à 2, maintenant on est 12, donc on fonctionne plus de la même façon dans l'organisation, dans les échanges. C'est plus, possible. Il y a 2 ans, enfin il y a 6 ans, on était dans un bureau de 12 mètres carrés. Clairement la communication, on n'avait pas besoin de définir beaucoup de process, on va dire. Alors que maintenant, faut que, pour diffuser de l'information, c'est important que tout le monde puisse la retrouver au moment où il peut aller la chercher. Il y a ça aussi, c'est pas le tout de faire de la communication, c'est qu'on n'est pas tous disponibles. On parle des, apprentis, là, cette année, on a une apprentie qui est là, tous les lundis, mardis, mercredis, un apprenti qui est là tous les mercredis, jeudis, vendredis. Donc, nos coms, si elles sont juste une fois à un instant T le mardi, il y a un apprenti qui va passer complètement à côté, donc voilà, donc on adapte comme ça, mais on va garder les mêmes objectifs, les mêmes envies. C'est juste qu'on essaie d'adapter les moyens par rapport à l'évolution de l'entreprise.
il y a des évolutions aussi par rapport aux générations? Parce qu'on entend souvent, enfin c'est les archétypes et les discours de consultants en management, de la génération X, Y, Z, millénial, c'est tous les noms qu'on veut bien mettre derrière. Hem, vous, vous avez, des salariés qui ont, pour certains entre 30 et 40 ans, je pense pour les plus âgés, vos apprentis qui du coup ont une vingtaine d'années. Est-ce que tu sens de différence de génération? Est-ce que ça a un impact vous sur votre façon de fonctionner ou pas du tout? Non, moi je sens pas de différence, particulière, comment? La grosse différence, on va dire, c'est, ceux qui ont connu le Club Dorothée et ceux qui l'ont pas connu, mais c'est juste sur quelques références, quand on essaie de faire des blagues, des fois, on voit qu'il y a quelques incompréhensions. Mais sur le mode de fonctionnement, la façon de travailler, heu, alors peut-être que c'est un cas à part, mais effectivement, on rencontre pas nous, de profils, millennials ou, je sais pas quoi, qui ont pas les mêmes envies, qui ont pas les mêmes objectifs, qui ont un besoin de liberté, de je sais pas quoi. Heu, nous, on essaie de mettre un cadre où les gens se sentent bien. Quand ils arrivent, on a été clair dès le début, dès les périodes d'entretien. Ils savent à quoi s'attendre. Si ça leur plaît, ils viennent, ils signent, on est content de les recevoir et ça se passe tout le temps bien, en fait. C'est qu'effectivement, même avec nos apprentis qui ont, 20 ans, c'est il y a pas de souci, ni d'intégration, ni de façon de travailler. Chacun fait son travail, a, son cadre de liberté et il y a vraiment aucun problème. Alors peut-être qu'on est un cas à part parce qu'il y a je vois beaucoup de littérature sortir là-dessus, alors je m'y intéresse pas beaucoup. Alors peut-être que c'est pour ça que je vois pas les problèmes aussi, mais en tout cas chez nous, ça roule. Donc on va pas chercher les problèmes si on n'en a pas. Bah, puis tu disais qu'un apprenti est forcément, enfin même tous tes collaborateurs, mais tes apprentis sont bien encadrés, il y a l'entraide entre tout le monde, donc forcément, même les collaborateurs finalement qui ne seraient pas désignés maîtres d'apprentissage, le fait d'échanger avec les apprentis, ça se rapproche et ça permet de le travailler ensemble en fait, plus facilement peut-être? Oui, c'est alors effectivement, même la notion de maître d'apprentissage, on en met un parce que c'est important de mettre un nom dans une case sur le papier au début de l'année, mais il fait partie d'une équipe. L'apprenti fait partie d'une équipe. Il a pas une personne à qui s'adresser. Il sait qu'à tout moment, heu, toute l'équipe est disponible, pour lui. Il y a forcément, un référent, qui est présenté au début et qui peut avoir un contact ou un lien privilégié, mais on est 12 en fait, donc c'est facile de discuter avec, tout le monde, et donc il y a vraiment pas de enfin, il y a pas de séparation et donc les apprentis sont pleinement intégrés à l'équipe et en fonction des besoins, ils savent à qui s'adresser. Tu disais juste avant que vous êtes peut-être une exception, que, vous avez quand même un mode de fonctionnement. Alors, heu, on l'a dit aussi, hein, ça fait partie, peut-être du mood entrepreneurial actuellement de mettre en avant des valeurs, des fonctionnements un peu plus libérés. Néanmoins, c'est pas le cas partout. Il y a plein d'entreprises qui sont encore peut-être un peu plus, strictes, un peu plus austères, qui ne donnent peut-être pas la confiance comme ça a priori et faut l'obtenir. Est-ce que c'est une crainte ou est-ce que c'est une réflexion, en tout cas, que vous avez déjà eue de dire que vous êtes en train de former des apprentis sur un modèle qui est pas le plus partagé et ils vont se retrouver, s'ils restent pas chez Iteracode, dans un monde professionnel qui leur correspondra pas du tout, du coup? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question-là? Vous en avez déjà parlé avec vos apprentis ou pas? Alors on se pose, ces questions-là, mais une fois de plus, pas très longtemps en fait, parce que, c'est pas que ça nous intéresse pas, mais, on essaie pas de dire que de toute façon notre modèle est mieux que les autres. Il y a des entreprises qui fonctionnent très bien avec, un modèle hiérarchique très défini, des confiances, qui arrivent, a posteriori et ça va très bien et notre modèle, il est pas mieux que ces entreprises-là, il est différent. L'important, c'est que ce soit clair dès le début, et ensuite, on se pose pas forcément trop la question parce que, un apprenti quand il arrive chez nous, on se voit pas le laisser partir, j'ai envie de dire. C'est clair, c'est un apprenti, c'est quelqu'un à qui on fait confiance dès le début, qu'on va mettre intégré pleinement dans nos échanges avec, les clients, dans les collaborations et que c'est forcément quelqu'un qu'on veut garder. Alors sauf, exception, mais voilà, nos apprentis, sont en CDI chez nous après. C'est, parce que, c'est notre façon de voir, ça. C'est que, ça nous permet, nous, de former quelqu'un, en interne à nos process, de prendre aussi ce qu'ils amènent de l'école parce que, comme
on l'a quitté il y a quelques années quand même maintenant, et d'avoir ce petit mélange qui, amène quelques idées, quelques réflexions, et de prendre le temps de former quelqu'un sur plusieurs années pour, qu'il soit, tout de suite intégré dans l'équipe, et que ça se passe, bien. Donc, on se pose pas forcément cette question très longtemps. On sait qu'il y a des différences, on est assez transparent aussi avec, les apprentis qui connaissent pas forcément beaucoup le milieu du travail, en disant que chez nous, c'est certainement différent de ce qu'ils pourraient connaître dans d'autres entreprises, en insistant une fois de plus sur le parti, c'est ni mieux ni moins bien, mais différent. Mais de toute façon, comme ce qu'on veut, c'est les garder au final, que ça corresponde pas aux autres boîtes, ça ne nous gêne pas. Une question un peu liée à l'actualité et par rapport justement à tout ce que tu as dit, l'organisation, la confiance, les valeurs, la place de l'apprenti au sein de la structure. L'année 2020 et le début d'année 2021, c'est un peu particulier en termes d'organisation. Vous êtes passé en, télétravail quasi complet complet pendant un temps, puis quasi complet, avec quelques retours au bureau pour ceux qui le voulaient, tout ça, tout ça. Hem, Accueillir des apprentis dans cette période-là, quand on sait qu'ils ont besoin peut-être d'un accompagnement renforcé, comment vous avez géré? Est-ce que le fait d'avoir cette confiance et cette organisation, ça a été du coup plus facile d'aborder le confinement et toute cette, on peut le dire, toute cette merde? Je pense que ce soit apprenti ou pas apprenti, le fait d'avoir confiance dans ses équipes, ouais, ça a forcément aidé à aborder, ce confinement ou ce télétravail, même hors confinement. Parce qu'à un moment, on n'a pas à se poser la question de, est-ce que les gens font leur travail, en fait? Déjà, à partir de là, je pense qu'on a enlevé pas mal de problématiques, et ensuite, pour les échanges, on essaie d'être encore plus disponible avec, Benjamin. On fait des points aussi, un peu plus importants avec, nos apprentis pour pas qu'ils se sentent, seuls, pour, leur donner peut-être une feuille de route un peu plus définie, un peu plus tracée que, les autres collègues. Donc, ouais, la partie confiance, elle permet aussi d'avancer plus sereinement et de se dire: «Comment est-ce qu'on fait pour que, tout le monde, malgré la période, ait un, sans dire un bien-être au travail, mais en tout cas qui se sentent moins mal que, tout ce qu'on peut entendre ou voir sur, les côtés. Donc oui, ça a forcément aidé, et les apprentis effectivement, il y a un vrai besoin d'accompagnement, un besoin un peu plus fort. La chance qu'on a eue, c'est que, on a une apprentie, qui a commencé son master 1, mais qu'on avait déjà avec nous en licence. Donc forcément, elle avait déjà passé 1 an, avec l'équipe, et c'était, très important. Et ensuite, notre deuxième apprenti, il est arrivé mi-août, donc on a quand même eu 2 mois pour, qu'il s'imprègne de notre façon de faire, de nos échanges, et donc ça permet quand même d'avancer et d'avoir un socle, bien bien défini avant d'entrer, effectivement depuis novembre en, full télétravail, heu et depuis quelques mois avec, des gens qui reviennent, certains qui reviennent une journée par semaine. Même si on n'a pas le droit de dire que du coup vous êtes meilleur que les autres, ça faut pas se comparer, je l'ai noté, mais la manière dont tu présentes les choses, l'organisation, la confiance, le fait que vos apprentis en plus aient une place potentiellement après, dans la structure. Je pense qu'après la diffusion de ce podcast, il y a pas mal d'apprentis qui vont vouloir contacter Iteracode pour venir y travailler. Du coup, la première question par rapport à ça, c'est, les critères de sélection. C'est quoi un bon apprenti qui postule chez Iteracode? Ah, c'est une bonne question. Hem, je saurais pas vraiment, dire. C'est pareil, je sais pas si je séparais, apprenti de poste en CDI, mais même si ça fait, souvent sourire, pour moi, quelqu'un qui postule chez Iteracode, le point important, en fait, c'est, faut que ce soit quelqu'un de sympa. C'est bête, mais c'est quelqu'un qui, va mettre, en fait, de la bonne volonté, justement, qui va, pas chercher tout le temps à voir, tout ce qui va pas. C'est, quelqu'un qui arrive avec un bon état d'esprit. Sur les apprentis, c'est peut-être encore plus important parce que de toute façon, ils sont en phase d'apprentissage. Donc,
on va pas rechercher des ressources, techniques. Quand un apprenti vient chez nous, c'est pas quelqu'un on n'attend pas à ce qu'il soit opérationnel dès qu'il va allumer son ordinateur, en fait, parce qu'il est en train d'apprendre justement, donc laissons-lui le temps d'apprendre, laissons-lui, ses années d'apprentissage pour monter en compétences. Par contre, que dès le début, oui, il ait justement, pas peur de poser des questions, qu'il sache que, les phases d'apprentissage, c'est long, qu'on a le droit de se planter et ça, c'est toujours pareil, c'est un état d'esprit qu'on doit avoir et souvent, les gens sympas avec un peu d'humour, ils l'ont vite cet état d'esprit donc je dirais pas qu'il faut postuler en racontant une blague, mais avoir, avoir un petit sourire, c'est plutôt, généralement un bon point pour postuler chez nous. Et donc du coup, parce que c'est une question, oui, qui me revient souvent de la part des candidats de, comment on postule dans une entreprise? Est-ce qu'il faut la contacter sur, LinkedIn? Est-ce qu'il faut lui envoyer un mail? Est-ce qu'il faut se déplacer? Est-ce que vous, Iteracode, on vous trouve où si on souhaite, vous proposer une candidature? Faut nous envoyer un mail, je veux dire, mais c'est pas le truc où on est très bon, donc c'est pas parce que vous envoyez un mail ou 3 mails que vous aurez malheureusement une réponse, en étant une fois de plus, transparent, hein, des valeurs d'Iteracode. On n'est pas forcément très, très, bon là-dedans. Par contre, c'est pas parce que vous avez pas de réponse qu'on n'a pas vu le mail et tous les mails qu'on reçoit, je les stocke dans un dossier, de profils que j'ai pu trouver intéressants pour se dire, si besoin, je pourrais, recontacter, en fait. Donc on a un semblant d'organisation quand même si on n'a pas forcément de réponse, précise. Après, si, des gens veulent passer, on reste, une fois de plus, là, un point important, c'est, d'être des gens sympas et même si c'est plus difficile en ce moment, on n'a pas de problème à venir prendre, à boire un café avec un étudiant qui cherche quelque chose. Même si on n'a rien à lui proposer, on peut au moins, lui faire un petit retour sur ce qu'on a pensé de son CV en buvant un café. Une dernière question, est-ce que tu as, une secrète tech, un tips, une astuce, un outil de la mort qui tue, que tu utilises avec tes apprentis ou, dans les expériences que tu as eues avec tes apprentis? Est-ce qu'il y a un moment où tu dis: «Ah ça, faut que je le garde en tête parce que ça marche» et que tu voudrais partager? Là, j'ai rien qui me vient à l'esprit, non, on n'a pas d'outils, on n'a pas de méthode particulière, si ce n'est, les échanges, enfin, c'est, juste des points, quoi. Mais quand je disais là, on peut venir, prendre un café avec nous parce qu'on est des gens sympas, c'est ça, c'est prendre, un peu de temps, genre 15 minutes avec autour d'un café en individuel avec, l'apprenti de manière un peu informelle, rien sans avoir des fois de but précis, alors je sais que quand on fait une réunion, il faut donner un horaire, il faut avoir un ordre du jour, mais juste des fois, pas faire de réunion, mais prendre le temps d'écouter, au début, j'insistais sur l'importance que ça avait de comprendre les besoins de nos clients. C'est aussi important de comprendre les besoins des gens qui travaillent, avec nous et un apprenti, pouvoir prendre un café avec lui et échanger sur des choses comme, ce qu'on a fait ce week-end, ce qu'on fera, la semaine prochaine, où on est parti en vacances. Ça permet aussi de comprendre les gens, de mieux se comprendre et des fois de savoir comment, présenter certaines informations. Donc il y a pas de secret tech, d'outils magiques, mais une fois de plus, peut-être le café. Alors, on a aussi des apprentis qui prennent du thé, des fois on se trompe au recrutement, mais en tout cas, prendre, un petit peu de temps pour parler de choses, qui sont, pas de travail, en le faisant quand même sur le temps du boulot parce qu'on n'est pas obligé de faire tous ces temps conviviaux, entre 20h et 22h le soir. Ça permet souvent de mieux cerner les personnes et puis aussi, une fois de plus, que l'apprenti comprenne mieux aussi ce que l'entreprise est et ce qu'elle attend et comment elle fonctionne. Parfait. Et ben écoute, je pense qu'on a fait un tour, assez complet, assez clair et ouais, je ne doute pas que vous allez recevoir, des candidatures suite à la diffusion de ce podcast. Merci beaucoup Benoît. Écoute, merci. Moi, je ne doute pas que tous les gens qui vont nous envoyer, des candidatures auront très peu de réponses. Mais voilà, mais en tout cas, merci beaucoup. Et voilà, quoi de mieux que la transparence de Benoît pour terminer cet épisode.
Merci en tout cas d'avoir écouté jusqu'à la fin, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez d'autres épisodes, eh bien vous pouvez nous aider à gagner en visibilité en vous abonnant, en partageant cet épisode, en nous laissant un avis positif sur votre plateforme de podcast. Tous ces petits gestes qui vous coûtent pas grand chose et qui nous peuvent vraiment nous aider d'avance. Merci beaucoup. Je vous dis en tout cas à très vite et surtout n'oubliez pas, il n'y a pas de maître d'apprentissage parfait, il n'y a que des maîtres d'apprentissage qui font de leur mieux.